Nous allons cette fois parler online, notamment la thématique qui s'intitule Online to Store. Alors j'appelle à me rejoindre tout d'abord Jean-Marc Tassetto, le directeur général de Google France. On peut l'applaudir. Bonjour, merci de vous installer dans l'un des fauteuils noirs. Également avec nous Anne-Marie Gauthier-Dreyfus, directrice marketing Galeries Lafayette et BHV. Bonjour, et je précise, présidente du Club des annonceurs. Merci d'être avec nous. Également Patrick Russo, directeur de la communication de la société Laser. Et pour animer ce panel, j'invite également à me rejoindre Hervé Bloch, cofondateur et président de l'Internet Managers Club et par ailleurs président de l'agence de conseil en stratégie digitale DigiLinks. Merci de t'asseoir dans le fauteuil rouge, s'il te plaît, Hervé, à qui donc je laisse la parole. Et je précise que le Hubforum, bien sûr, est diffusé en live, en streaming sur le site hubforum.org. Vous pouvez buzzer dessus. Merci. Alors, merci à toi. Donc, un sujet assez stratégique, Online to Store, avec effectivement des speakers de renommée et emblématiques. Alors, Online to Store, ça veut dire quoi? Juste pour introduire deux, trois chiffres, JFK a fait une étude sur des internautes qui déclaraient pour 48% d'entre eux faire une recherche online pour finalement acheter offline, et pour 18% d'entre eux faire une recherche offline sur un point de vente et finalement acheter online à l'arrivée. Donc, ce que je voudrais, c'est effectivement qu'on puisse interagir sur cette logique. Google, Galeries Lafayette, BHV ou Laser, donc des acteurs à la fois multicanaux pour certains et qui travaillent sur les deux canaux pour d'autres. Donc peut-être on peut introduire avec une première série de slides. Donc si on peut passer la première série, c'est Patrick, le petit beeper. Ben voilà, très bien. Alors Patrick, tu nous as préparé d'ailleurs une petite animation. Oui, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est une petite animation qui relève d'une expérience qu'on a chez Laser. On essaye, notamment via l'échangeur qui est au sein de Laser, de regarder un peu la prospective, aussi bien sur les usages des nouvelles technologies que sur, je dirais, l'appréciation qu'on peut avoir sur les tendances de consommation. Tout ça, ça nous amène régulièrement à faire des voyages d'études, à aller voir ce qui se passe, à dénicher, je dirais, les nouvelles technologies et les nouveaux usages. Et c'est ce que je voudrais partager un petit peu avec vous. Voilà. Donc, la petite manette, hop, voilà. Ça, on peut passer. Ça a déjà été dit. Voilà. Donc, ce que je voulais commencer, c'est avec ça. C'est tout simplement dire que c'est un petit peu énorme ce que je dis, mais je fais exprès d'être un peu provocateur. Aujourd'hui, sur le online, et comment diriger un petit peu les consommateurs à venir dans les enseignes, on est bien au-delà aujourd'hui de l'état pur qui était la pub. Pourquoi ? On se rend compte de plus en plus que le consommateur, tout ce qui est digital, finalement, il apprécie ça, il vit là-dedans, il n'a pas de problème, il faut qu'on le laisse un peu tranquille en fait. Globalement, il sait utiliser les smartphones, il sait aller sur un site, il sait regarder, il sait chercher, il sait comparer. Il a un comportement qui est le sien, aussi bien sur l'online que dans les magasins. Ce qui l'intéresse, lui, c'est un petit peu rechercher de l'expérience. C'est pour ça que là, je dis qu'on est bien au-delà du digital. On est sur quelque chose qui relève de l'expérience. Alors que ça soit l'expérience du local, on se rend compte que le local reprend beaucoup de puissance, que ça soit l'expérience de la mobilité, que ça soit l'expérience aussi de trouver des endroits plus petits, plus sympas, à taille humaine, et quelque part de vivre une expérience un peu différente. Il le recherche. Ou alors, Anne-Marie vous en parlera, de vivre des expériences événementielles, cette fois-ci, émotionnelles, même on peut dire, comme le défilé qu'a organisé Anne-Marie pour les Galeries Lafayette. Donc, deux exemples qu'on a vu un petit peu dans nos recherches et puis dans nos voyages avec l'échangeur. Pour qualifier ça, finalement, le Online to Store, finalement, c'est pas du online vers le magasin. On peut considérer que c'est un cercle qui tourne, et ça va du online, du magasin vers le online, et tout ça est un cercle vertueux qui fonctionne très très bien, sur lequel le consommateur finalement se pose pas de questions. Il n'est pas en train de se dire est-ce que je suis en du online pour aller dans le magasin ou dans le magasin pour aller sur online. Il le fait naturellement, c'est un comportement finalement naturel, et je vais vous donner deux exemples par rapport à ça.
Un premier exemple, c'est ce qu'a fait Adidas avec Intel. Ce sont des walls interactifs. Alors là, ce sont des walls qui ont pour vocation d'être dans le magasin. Ils sont dans le magasin, mais pour autant, ils font vivre aux consommateurs une expérience online, mais à l'intérieur du magasin. Tout ça pour dire que, bien évidemment, il y a les liens sur les Twitter, les Facebook, vous pouvez vous imaginer, la communauté d'affinité par rapport au basket. Mais vous pouvez aussi imaginer quand même qu'il y a également là une première appréciation de l'évolution du magasin face aux ventes sur Internet de produits, là en l'occurrence comme des baskets, où le magasin devient de plus en plus un lieu expérientiel, un lieu événementiel. Un autre exemple qui est une boucle encore plus intéressante, c'est un fast-food. C'est un jeune créateur qui, à un moment donné, a voulu faire un fast-food pour lutter contre la junk food. C'est à New York, ça s'appelle 4Food. Donc, si vous voulez le visiter quand vous allez à New York, il suffit de taper 4food.com. Qu'est-ce qu'il a fait? À un moment donné, il a dit, bon, moi, je vais faire un petit peu du burger, mais pas junk food. Je vais faire du burger avec des choses bio. Enfin, vous pouvez imaginer ce que c'est. Simplement, il propose aux internautes, et y compris aux gens qui viennent dans le magasin, enfin dans le fast-food, de composer les burgers avec toute une série d'ingrédients que lui, il a prédéfinis, dont il garantit la qualité. Ce qui se passe, c'est que les personnes peuvent composer un burger, et ce burger, en fait, il est liké, il est tweeté, tout ce que vous voulez, et au bout d'un moment, quand il commence à être apprécié, il se retrouve, vous voyez, c'est l'image en bas à gauche, carrément sur la carte de ce qui est proposé lorsque vous allez dans le magasin. Ça veut dire que concrètement, vous voyez un nom, un pseudo Twitter ou une page Facebook de quelqu'un qui est en train de vous recommander de prendre le burger qu'il a composé. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est que lorsque vous prenez ce burger, 4Food reverse 25 centimes de dollars, en fait, à la personne qui a créé à l'origine le burger. Donc, en fait, on est sur une boucle vertueuse, là encore, où je vais créer le burger chez moi, je vais aller l'acheter, je vais le prendre, je vais me faire livrer. La personne vient, le prend, je reçois de l'argent, mais en même temps, sur place, elle peut en créer. Vous voyez, il y a des iPads où les gens peuvent également créer des burgers sur place. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est complètement naturel. Je veux dire, il n'y a vraiment aucun consommateur qui se pose la question de comment je dois faire, où, quand, comment. Ils arrivent, ils consomment, ils créent, ils gagnent de l'argent. C'est extrêmement simple. Tout ça pour dire que le cercle, il est vraiment là et c'est un cercle gagnant-gagnant, en fait. C'est l'internaute qui devient lui-même store, puisqu'il va tirer un revenu publicitaire de sa création. Tout à fait. Mais là où j'insiste, c'est que laissons le consommateur tranquille parce qu'en fait, lui, il se pose pas ces questions. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, il est dans un modèle où globalement, tout ça, il maîtrise, le digital, c'est pas un problème pour lui. Ce qu'il cherche, c'est qu'à un moment donné, la marque ou l'enseigne lui propose des choses qui l'intéressent. C'est tout. Et dès le moment où vous avez cet intérêt par rapport au consommateur, vous verrez qu'il interagira naturellement avec vous. Dès le moment où vous amenez du contenu, vous amenez des produits, des expériences, ça se fera naturellement. Voilà. Très bien. Merci. Je vais peut-être prendre le petit bip. Jean-Marc, Google, c'était plutôt un acteur pure player, c'était plutôt vraiment le commerce en ligne. Et finalement, Google s'est invité très largement sur toute la problématique d'enseigne et locale. Quelle est la vision finalement de Google sur ces sujets ? C'est le digital qui s'est invité au cœur des entreprises. La vision générale, c'est, et là aussi j'étais un peu provoque, c'est que intitulé fin 2011 un panel online to store, on a déjà 2 ans de retard sur le vrai sujet. Le sujet, c'est pas le online to store, le sujet, c'est le online to store to online, du online in store. Enfin, et comment, alors que depuis 20 ans, 25 ans, on organise les entreprises en silos métiers verticaux. Comment, depuis 10 ans, moi qui ai commencé ma carrière en vendant de la lessive et du yaourt, comment on a affaibli globalement les directions marketing au profit d'autres types de problématiques de l'entreprise, des problématiques achats, des problématiques de vente court terme, des problématiques financières. Comment, au moment où on a dilué le CRM, le e-commerce, la boutique en ligne, les équipes qui gèrent le marketing opérationnel, les canaux de vente direct, indirect, comment, alors que les organismes sont verticales, on va réhorizontaliser tout ça? Parce que, comme tu le dis très bien, c'est pas le sujet du consommateur. Le sujet du consommateur, c'est même pas online to store, c'est qu'il est déjà très au-delà de tout ça. Donc la grande difficulté des organisations, telles que moi je peux le voir,
D'où je vois le monde digital, c'est cette difficulté-là des mutations. Et je parle des organisations matricielles, matures, leaders dans leur secteur, que ce soit du commerce, que ce soit de la grande conso, que ce soit du luxe, enfin l'ensemble des acteurs, que ce soit le store, ça peut être une concession automobile, que seront demain les concessions automobiles quand je passe 2 mois, 3 mois à préqualifier mon achat en passant sur l'ensemble des sites constructeurs, l'ensemble des blogs, l'ensemble des forums, que seront demain les catalogues en concession alors que je peux télécharger en PDF, imprimer mon catalogue à moi, avec ma voiture, mes options. Donc c'est toute cette mutation-là, révolution-là, qui va bien au-delà du online to store. Enfin, j'aime bien être dans les clous, dans les sujets, donc on va parler du online to store. Et donc quelques chiffres que vous connaissez très bien, c'est évidemment l'intérêt du titre online to store, c'est de décloisonner le sujet du digital appliqué à la boutique en ligne. On est au-delà du sujet de la vente en ligne, même si dans les débats que je pouvais avoir chez SFR en tant qu'opérateur, quand on imaginait que 10% des ventes allaient se faire sur le digital, c'était déjà très compliqué d'écrire ça sur un business plan. Et en fait, la réalité, c'est 10, 20, 30, et puis quand tout sera digital, ce sera 100%. Donc le sujet, c'est le chemin, en fait. Il n'y a plus tellement de problèmes de conviction, c'est comment. L'autre élément vu par nous, c'est nous avons coutume de dire que c'est la fin du e-commerce. Ne parlez plus de e-commerce ni de e-marketing, on est revenu aux bons vieux fondamentaux. Ce qui est merveilleux dans le digital, c'est qu'on revient aux fondamentaux du commerce et aux fondamentaux du marketing. Les fondamentaux, par exemple, là je prends l'exemple des Digital Moms, c'est de revenir à la réalité de la compréhension de la connaissance qu'on a du cycle de vie, au sens vie personnelle de nos clients. Et là, la charte est un peu contre-intuitive parce que ça se lit chronologiquement dans l'autre sens. En haut à droite, vous avez les futures mamans qui, à 96%, sont utilisatrices d'un moteur de recherche, quel qu'il soit, en particulier Google en Europe de l'Ouest. Les mamans de nouveau-nés. Et ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure du cycle de vie et de la présence d'adolescence au foyer, les comportements évoluent et évidemment, les requêtes évoluent. Et en particulier des requêtes qui se sophistiquent, c'est-à-dire que la maturité des consommateurs, c'est aussi une maturité du comportement face au digital. Et par exemple, on voit nous des requêtes qui évoluent de requêtes sur les sièges bébés à je recherche comment désinfecter un siège bébé après un long voyage en voiture. Donc on a aussi cette maturité-là des utilisateurs face au digital qui participe de la compréhension. L'autre chose que je voulais échanger avec vous, parce que voilà, on n'est pas américain pour rien, on adore la data, on adore les démonstrations économiques et économétriques, et donc Carrefour nous a autorisé à présenter les résultats d'une étude économétrique qui tient là en une page, mais il a fallu 18 mois pour monter ce terrain-là. Le premier sujet était d'identifier chacune des couches impactant l'activité commerciale et donc le chiffre d'affaires de Carrefour. Le premier point, c'est que si vous n'avez aucune action marketing, aucune pub, aucune action sur les prix, aucune promotion, aucun catalogue, vous couvrez en l'occurrence 75% des ventes qui sont attribuables, qui ne sont pas attribuables à des actions marketing. C'est-à-dire concrètement, juste le fait d'avoir des magasins, d'avoir des clients qui connaissent votre marque historiquement. Une marque qui rassure. Une marque qui rassure. Donc ça, je vous engage dans vos différentes activités à lancer ce type d'études économétriques pour dire si j'arrête l'ensemble de mes actions marketing, y compris les actions prix, quelle est ma baseline? Quel est mon fond de sauce? Avec quoi je joue? Et là, en l'occurrence, sur ce cas-là, et pour Carrefour, c'était le cas de vente d'ordinateurs, on a vu que 25% des ventes en magasin des ordinateurs étaient gérées par des actions marketing. Sur ces 25%, le digital, c'était quasiment la moitié des leviers. Pourquoi c'était important de mener ces études? Vous le vivez au quotidien, parce qu'on vient tous vous raconter une belle histoire de reach, de transactions, de branding, d'online to store, le média, le off-média, le below the line. La réalité, c'est que vous ne pouvez pas empiler les coûts. Donc à un moment donné, les organisations rentrent aussi dans des sujets d'arbitrage et d'arbitrage budgétaire. Donc c'est quand même très important de voir combien chaque couche, les prospectus, le digital, le web, de combien elles impactent la performance économique. En particulier, dans le cas d'un grand distributeur, le sujet, c'est les catalogues. Est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait moins? Est-ce qu'on les fait différemment? Et on a pu donc reconstituer l'efficience du marketing digital et son retour sur investissement
par rapport aux autres leviers marketing moyens, en l'occurrence 8 euros par rapport à 3,5 euros pour la moyenne du marketing. Donc, encore une fois, le sujet du online to store, c'est aussi un sujet de contrôle de gestion, c'est un sujet d'analyse de la valeur, c'est un sujet économétrique, au-delà des grands principes sur lesquels on est tous d'accord. Donc, en gros, ce qu'il fallait, en l'occurrence, retenir des études, c'est toujours pareil, aucun des médias n'annule les précédents, c'est l'efficacité particulière entre web et catalogue, en l'occurrence dans le cadre de la grande distribution, et le fait que la communication digitale impactait à peu près la moitié des ventes en magasin. Et enfin, ce que je disais, c'est avec le mobile, et certains d'entre vous ont passé avec moi un peu de temps dans les télécoms et m'ont déjà entendu dire que c'est plus un téléphone portable, c'est un terminal personnel qu'on a en permanence dans la poche. Apple, avec l'iPhone en 2007, on est passé du WAP au véritable Internet sur le mobile, et donc 82% des utilisateurs de smartphones en France utilisent leur mobile en magasin. Tesco, par exemple, a mis du Wi-Fi dans tous ses magasins. Moi, j'ai encore des partenaires qui disent non, je ne veux pas mettre de Wi-Fi dans mes magasins parce que si je mets du Wi-Fi, les clients vont pouvoir comparer les prix et donc peut-être ils vont quitter mon magasin. Bon, voilà, ça c'est mon quotidien en matière d'évangélisation. La réalité, c'est que l'ensemble des organisations sont en retard par rapport à la réalité des comportements digitaux des consommateurs. Voilà, il faut juste être un peu moins en retard que les concurrents. Et pour autant, il y a beaucoup de produits où l'effet prix n'est pas le seul indicateur et le seul déclencheur. Et donc d'avoir la modernité de se connecter en Wi-Fi dans un magasin peut justifier les quelques euros de plus du produit acheté. Donc, Aussi, alors maintenant, certains grands distributeurs, pour avoir oublié les fondamentaux du commerce, on achète quand même d'abord des prix. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Leclerc l'a fait en tant que leader culturel sur son secteur, de lancer des comparateurs de prix. Il ne faut pas avoir peur du Wi-Fi en magasin. Il ne faut pas avoir peur, évidemment, à l'instar de ce que Best Buy a fait aux États-Unis, de lancer des applications Twitter de type Twelp pour engager directement le vendeur et le client. Voilà, je suis pas Jean-Paul II, mais enfin je dirais n'ayez pas peur, quoi, parce que de toute façon la réalité, c'est que vos clients, ils veulent être en permanence connectés, et c'est pas la révolution du cloud qui va ralentir l'ensemble de ce phénomène. Merci Jean-Marc. Anne-Marie, une expérience multicanale chez un department store comme Galeries Lafayette. Effectivement, quel est le positionnement d'un acteur physique emblématique sur ces sujets du online? Alors, je vais répondre un peu différemment. Aux Galeries Lafayette, on est positionné sur la mode vivante. La mode vivante, il faut lui donner une réalité. C'est pas simplement mettre des looks, ce qu'on appelle nous mix and match versus du total look qui peut être du total Gucci, du total Prada, etc. Donc, c'est vrai que dans nos vitrines physique, pour le coup, on est sur du mix and match, mais ça suffit pas pour être dans la culture de cette mode vivante. Donc, on essaie de la faire vivre sur le site. On a toute une partie très éditoriale avec des défilés, des grandes marques, quelles sont les tendances, comme on peut avoir dans les cahiers de tendances dans les magazines. Et on a voulu aller un petit peu plus loin, et ça fait maintenant 2 ans. On a voulu faire vivre l'expérience du défilé pour nos consommateurs. Donc, là, je vais vous montrer quelques slides parce que c'est toujours assez excitant de voir toutes les photos. La première chose, c'est que la façon dont on avait engagé, on avait donc 2 journées de défilé. On avait une première journée qui était à Haussmann, à Paris, c'était le 15 septembre. Et dans tous les autres magasins, parce qu'on a 60 magasins, on l'avait fait le samedi dans les autres magasins de province. Mais la façon dont on avait engagé nos défilants, c'est des vrais gens, c'est pas des mannequins, c'est n'importe qui dans cette salle qui pouvait s'inscrire. Et on a eu plus de 9000 personnes qui se sont inscrites sur notre site et qui postaient leur look. Donc le recrutement s'est fait sur notre site et on a en fait sélectionné les gens qui avaient eu le plus de votes. Donc c'était une façon pour nous de créer cette communauté, parce qu'évidemment dès que quelqu'un postait son look, il disait à tous ses potes viens voter pour moi. Et donc on a eu pas mal, voilà. Donc on a eu 9000 inscrits, on a eu 2 partages minutes en moyenne sur Facebook, près de 200 000 votes. Pour tous ces looks. Donc on a eu des chiffres assez hallucinants parce que d'abord les gens adorent se montrer leur look
Ils aiment bien que, donc évidemment, ils ont diffusé ça auprès de tous leurs copains, et c'est grâce à cette communauté qui s'est créée qu'on a pu créer cet effet de contagion sur la toile. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on a eu beaucoup de commentaires sur le site, et on voit que la mode intéresse les gens, et on a eu surtout des looks hallucinants. Donc je vais vous montrer les looks maintenant. Donc ça, qu'est-ce qu'on faisait? Une fois qu'on les avait sélectionnés, on en a sélectionné près de 700 pour Paris, pour Galerie Lafayette à Haussmann. Et on les invitait, on les convoquait à venir à 10h du matin au Palais Brognard. On avait loué tout l'espace et on les maquillait, on les coiffait. Donc on a fait un partenariat avec Franck Provost et avec tous ses coiffeurs, avec des maquilleurs de Studio Makeup, qui est notre marque propre des Galeries Lafayette. Et donc les gens venaient avec leurs propres vêtements. C'est ça qui était intéressant, c'est qu'ils avaient tous des looks hallucinants. Acheter aux Galeries Lafayette? Non, pas du tout, on s'en fout, ça. C'est pas ça le principe. Le principe, c'est que les gens expriment leur vision de la mode. Hein, donc, on n'est pas là à pousser nos produits, on n'obligeait pas que les gens viennent avec justement le total look Galerie Lafayette, surtout pas. Donc, les gens venaient avec leur façon d'être, leur vision de la mode. Nous, on s'assurait qu'on les mettait bien dans cette expérience du plus grand défilé. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient maquillés par des maquilleurs professionnels, coiffés avec des coiffures très intéressantes, et surtout on leur apprenait à marcher sur un catwalk. Donc là, c'est la photo de groupe des 700 personnes devant le Palais Brognard. Après, on les prenait en bus, on les amenait devant le vrai catwalk qui était devant les Galeries Lafayette, donc la rue Gluck, pour ceux qui connaissent, c'est juste derrière l'Opéra. Et là, ils ont défilé devant 3000 personnes, devant 300 journalistes, télé, radio du monde entier. Et on a eu des looks très intéressants. On avait aussi plus de 50 mariés, des femmes qui s'étaient mariées dans l'année et qui remettaient leur robe de mariée pour venir défiler. Ce qui nous a permis d'avoir l'homologation, j'arrive pas à le prononcer, du Guinness World Record. Donc, on a battu le record du plus grand défilé avec la plus grande ligne de mariés. Et là, c'est Nikos qui était ravi d'être entouré de mariés. Et on a eu aussi un deuxième record parce qu'en province, on a eu plus de 4000 personnes qui ont participé au défilé devant nos magasins et en même temps. Donc, ça nous a permis d'avoir un deuxième record. Et ce qu'on retient, nous, de cette expérience, d'abord, on a eu énormément de retombées presse. Ça, c'est les médias classiques, pas forcément digitaux, mais donc télévision. On était on a eu plus de 30 minutes dans tous les médias, parce qu'on a eu 5 minutes sur TF1 dans leur émission 50 minutes Inside. On était sur les JT, etc. Presse nationale, presse régionale, et sur toute la partie online, on a eu beaucoup, évidemment, ça a été relayé par les blogueuses. Alors, on n'a pas encore tout traqué. Donc là, c'est les premières retombées. On a eu beaucoup de vidéos et tout. Et on voit qu'on crée encore l'effet de contagion. Donc, pour nous, ce genre d'événement est intéressant parce que, d'abord, ça s'est passé devant nos magasins. Donc, d'une certaine façon, c'est du drive to magasin. Mais le plus important, c'est de créer cette relation avec les consommateurs. C'est-à-dire que le digital a cette valeur de pas être simplement un média de push, mais d'être dans la conversation, dans l'interaction avec nos consommateurs et qu'ils vivent une expérience grâce aux Galeries Lafayette. On est beaucoup aussi dans la logique d'engagement, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup finalement de fans qu'on recrute ou d'internautes qu'on anime et ils sont pas si engagés. Là, vraiment... Là, ils sont engagés. Et alors, nos fans, je tiens à le dire, on les achète pas. Hein. C'est vraiment des gens qui sont fans de la marque. On en est à 94 000 fans. Et des gens qui viennent parler de mode, qui viennent poster leurs looks, qui viennent regarder tous les looks qui ont été postés. Donc ça intéresse la mode parce que c'est rigolo, parce que c'est une expression de soi. On a une question dans la salle. Quel était l'investissement média? Est-ce que on parle beaucoup de earned media, donc finalement de notoriété gratuite qui a généré de la visibilité? Quel a été le budget réel attribué et finalement quel est le budget que vous avez gagné de par la viralité de l'opération? Alors, c'était au moment de notre opération Capital Mode. Capital Mode, c'est
en septembre, on explique toujours la nouvelle collection, parce que c'est l'arrivée des collections. Donc on a un achat média classique, mais qui n'est pas lié au défilé. Donc on n'a pas fait d'achat d'espace classique sur le défilé, sauf à un moment donné, on a mis des bannières sur la toile pour recruter, pour s'assurer qu'on avait le plus de gens qui postaient leur look sur notre site. Donc on a fait simplement des bannières pour dire, d'ailleurs c'était plutôt des flyering sur Facebook pour dire venez vous inscrire. Et après on a fait simplement une page dans Le Parisien pour remercier tous ceux qui avaient participé au défilé. C'est tout ce qu'on a fait. Le reste c'est de la retombée clairement, naturelle. La répartition elle devait être peut-être 10% payant, 90% gratuit et Oui, gagné. oui, je pense. Donc en tout cas, une fois de plus, le digital, on l'utilise comme ça. Et évidemment, on a d'autres ambitions, mais c'est toujours de faire vivre des expériences. On s'aperçoit que plus on est digital, plus il faut vivre des vraies expériences physiques. Et le digital est un drive au physique, quoi. On a une question provocatrice dans la salle. Combien ont été payés les blogueurs pour relayer l'info? Alors, on a eu... Non, on va être très clair. On a travaillé avec 4 blogueurs internationaux. On a pris Man Repellent à New York. On a pris, je me souviens plus des noms, mais une personne à Milan, une personne à Londres et une personne à Paris. On a travaillé qu'avec 4 blogueuses. Parce qu'on voulait pas, parce que la thématique c'était les Fashion Week des capitales de la mode, donc Paris, Londres, Milan, New York, et on les a payés 5 000 €. C'est tout. 4 blogueuses. Les autres, c'est du naturel. Une question aussi pour Google Plus et la logique finalement multicanal. Est-ce que un membre Google Plus va pouvoir demain bénéficier de facilités sur des réseaux physiques? Enfin, voilà, quelle est la vision? On parle beaucoup de Facebook commerce. Est-ce que demain il y aura un Google Plus commerce? La vision globale, c'est, vous connaissez le terme qui est né dans la vallée, Solomo, c'est-à-dire de toute façon la prochaine vague qui est devant nous, la révolution digitale, c'est social, local et mobile. Donc il est assez évident, on vient juste de faire le lancement il y a 10 jours de Google Plus au-delà du pilote. On va probablement annoncer d'ici quelques semaines, j'espère, quelques mois avant, la présence des marques sur Google Plus et l'ensemble des produits du commerce tels qu'on les a déployés via nos sites et nos plateformes Google.com et YouTube seront très probablement déployés sur Google Plus, justement, pour répondre à ce besoin de socialisation du web. Facebook a ses solutions à sa démarche. Google Plus a une autre clé d'entrée, qui est la clé d'entrée du contrôle des cercles, qui est la clé d'entrée de l'accélération de l'échange via Hangout, via la vidéo en particulier, qui est la clé du plus one, c'est-à-dire ce n'est pas l'ensemble des internautes qui viennent sur une plateforme, c'est la socialisation du web tel qu'il est consommé avec le bouton plus one. Donc voilà, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y aura des solutions commerce, CRM dans Google+. Il y a un nouveau produit qu'a sorti Google aussi, Google Shopping, avec la notion pour l'internaute de visualiser les stocks disponibles de produits en magasin. Je travaille la vision d'un magasin et la vision de l'organisateur de ce service. Est-ce qu'un magasin peut transmettre des informations de stock à Google pour servir l'expérience de ses clients? Et puis, comment Google positionne finalement ce produit qui clairement dirige les internautes vers le point physique? Il faut remettre les choses dans l'ordre. Google, en tant que moteur de recherche, nous avons comme obsession de répondre à une requête. Il y en a 200 millions en France par jour, 4 milliards dans le monde, de la façon la plus précise, la plus pertinente. Donc là, encore une fois, il y a des commerçants qui peuvent décider de ne pas fournir les flux de leur stock et d'autres qui peuvent décider que c'est un avantage compétitif et que de toute façon, dans une expérience utilisateur réussie face à une requête, le fait de savoir si dans le magasin d'à côté il y a du stock, ça fait partie d'une expérience réussie. Donc encore une fois, le message c'est attention au sens de l'histoire, et le sens de l'histoire c'est le commerce et le marketing. Est-ce que vous adhérez au fait que savoir que je vais avoir à me déplacer, mais pour trouver de façon certaine le produit qui m'intéresse, au prix où il m'intéresse, dans la couleur qui m'intéresse, c'est une expérience consommateur réussie?
voilà, le débat est là et vous sentez bien à ma façon de poser la question le type de réponses qui pour moi sont dans le sens de l'histoire. Et d'ailleurs, il n'y a aucun, comment dire, les grands acteurs, les petits acteurs considèrent que cette évolution est une opportunité. Non, mais c'est clair. Évidemment, tout le monde voudra mettre son stock. Maintenant, il faut qu'on soit organisé en interne pour pouvoir mettre le stock. Donc, c'est vrai qu'un site e-commerçant devrait pouvoir afficher, voilà le stock qu'on a en magasin, voilà le stock qu'on a même sur le site internet. Donc, dans la vraie logique multicanal, il faut qu'on tente par ça. Mais il y a beaucoup de prérequis dans le multicanal pour réussir ce genre d'expérience. Et ça passe par des bases de clients, une base de clients unique, pour avoir la vision du client unique. Et je peux vous dire que Galeries Lafayette, c'est pas gagné parce que pour l'instant, j'ai à peu près 17 bases qui se baladent. Donc déjà, il faut que je déduplique, il faut que je remette tout ça sur une seule base. Donc évidemment, on est en train de travailler pour avoir une base unique. Donc je l'aurai l'année prochaine, super. Mais ça passe par le Product Information Management, donc un outil PIM, pour que le stock justement soit centralisé dans un seul outil, transmis avec la même information, etc. Donc on voit qu'il y a beaucoup de prérequis pour faire du vrai multicanal. Alors évidemment, on a des magasins, on a un site e-commerce et on prétend faire du multicanal, mais on n'est pas encore au niveau du vrai multicanal fluide, puisque si on en revient au consommateur, lui, il se pose pas toutes ces questions. S'il achète quelque chose sur le site, il s'attend à pouvoir le ramener en magasin sans problème. Patrick, au sein de Laser, donc il y a un établissement de crédit Cofinoga. Comment on se positionne quand on est dans un environnement d'argent où il y a des conditions réglementaires fortes? Comment le online va driver finalement le business du crédit comme il peut driver le business de la mode? On va revenir à un basique, c'est le consommateur d'abord. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans un environnement, comme vous l'avez dit, assez fort au niveau de la loi, déjà on la respecte, c'est la moindre des choses, donc c'est assez important. Et surtout, on considère le consommateur. C'est-à-dire qu'on essaye de lui proposer des choses qui correspondent à des projets. Aujourd'hui, la vente de crédit, c'est plus du tout le modèle qu'on a pu connaître, qui était celui un petit peu de course en avant pour avoir absolument tout. C'est celui de bien identifier les projets des gens qui font des demandes et surtout après de les orienter et de leur proposer ce qui correspond à la demande. En faisant attention, toujours, que ça corresponde aussi à un mode de vie et puis à ce que veut le client. Donc c'est exactement, on est sur le même modèle que le modèle du commerce. On est dans un univers de consommation. Ce que je voulais dire par rapport aux marques et ce qui me semble très important, c'est qu'on a connu une époque où les marques étaient situées un petit peu au-dessus du consommateur. Aujourd'hui, grâce au digital, on s'aperçoit que la marque redescend vers le consommateur et finalement est dans le cercle des amis du consommateur. Elle se positionne au milieu de ce consommateur. C'est un ami de ce consommateur. Ça veut dire qu'il se passe deux choses. Il se passe soit, quand on a bien agi, on est aimé. Si à un moment donné on fait une bêtise, on va se faire taper dessus. Mais où est le problème ? Il n'y a pas de problème. À un moment donné, c'est comme dans votre cercle d'amis. Si quelqu'un comment ? On peut se réconcilier avec. On peut se réconcilier et puis surtout, à un moment donné, dès le moment où vous avez des choses intéressantes à dire, il n'y a aucun problème à dire ou à proposer. Il n'y a aucun problème pour que vos amis soient là et soient présents. Donc, on est vraiment sur un modèle où la marque revient sur le territoire du consommateur et ça, c'est passionnant parce que quelque part, ça ouvre des possibles incroyables. Merci Patrick. Merci à vous. Donc, si on résume, back to basics. Et finalement, il n'y a plus de e-commerce, il y a du commerce qui va se faire sur tous les canaux. Avec la génération qui nous attend, Atawad, anytime, any device, anywhere, finalement, on sera 24 heures sur 24 connectés vers tous les médias et tous les devices qu'on aura à notre disposition. Merci à vous. Merci beaucoup Hervé et merci à vos intervenants. Donc c'est partie très intéressante.